Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 106 du Temps d'arrêt. Je suis très excité de recevoir notre collaborateur CFL depuis maintenant quelques années, Pablo Herrera. Ça va bien, Pablo? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, honnêtement. Ta présence laisse présager aux gens que, ben oui, c'est le début de la saison de la CFL et surtout des Alouettes. Ce serait évidemment le sujet de notre discussion de l'épisode et de l'épisode d'aujourd'hui. Très content de t'avoir parmi nous encore une fois cette année. On va se reparler à plusieurs reprises, là, en rappelant aux gens que Pablo livre d'excellentes chroniques hebdomadairement sur Three Doors Nation. Donc, des chroniques en anglais pour suivre les activités de l'équipe et qu'il a un podcast français aussi, L'Envol. Donc, ne manquez pas ça pour vraiment suivre les activités quotidiennes de l'équipe. Donc, je le disais, je suis très excité. Tu le sais, je suis un grand amateur des Alouettes. C'est la même chose pour toi. Les Alouettes, la CFL. On reprend ça. Donc, vendredi contre les Argonauts de Toronto. Le premier match de la saison sera à domicile. Donc, c'est une occasion de prendre notre revanche aussi là, après la défaite en demi-finale l'année dernière. On l'a échappé de peu pour répéter la possibilité d'avoir une deuxième Coupe Grey de suite. En 2024, fiche de 12 victoires, 5 défaites, un match nul, la meilleure fiche de la CFL, mais malheureusement, aucun match gagné en éliminatoire. Tu viens de passer un bon 2 semaines et demie, 3 semaines à couvrir l'équipe au camp d'entraînement. Comment as-tu vécu le camp? Non seulement tes impressions, mais de la manière que tu l'as perçu en tant que journaliste, que ça fait quelques années qu'il est là, des changements par rapport aux méthodes de faire de l'année passée où ça a vraiment roulé comme, comme sur des roulettes un peu. Ben, je te dirais que ça a vraiment roulé comme sur des roulettes. L'équipe, depuis plusieurs années, est assez stable. Donc, les vétérans sont de retour. Puis ça fait une différence. Et on voit vraiment que cette équipe-là a des standards qui sont assez élevés. Puis n'importe qui rentre dans ce vestiaire-là, à n'importe quel moment de l'année, que ce soit au camp d'entraînement, que ce soit en mi-saison, les standards sont toujours les mêmes pour tout le monde. Puis tu sens qu'il y a une certaine confiance qui s'est bâtie justement à travers les années parce qu'on a eu justement du succès. Tu as parlé de l'an passé où une fiche de 12 victoires, 5 défaites. Puis je remonte même à l'année d'avant, on est allé chercher la Coupe Grey. C'est des années où les Alouettes ont connu énormément de succès. Ouais. Évidemment, ça ne s'est pas terminé comme l'équipe voulait l'an dernier, mais lorsque tu regardes l'année au complet, c'est une réussite encore une fois. Donc, non, définitivement un camp avec beaucoup de confiance, peu de surprises. Puis comme tu l'as dit, je pense que ça a roulé comme sur des roulettes. Comme Tyrese Barrett disait si bien, l'équipe se plaît à être encore une fois dans le siège des négligés et pourtant, ils ont eu la meilleure fiche. On en parlait tantôt hors d'onde, mais quelques jeux différents qui vont en faveur des Alouettes et c'est une victoire contre les Argonauts et probablement une victoire à la Coupe Grey aussi compte tenu de la performance de Winnipeg. Donc, on a vraiment passé proche et pourtant, encore une fois, on est négligé. On voudra rapidement se prouver à tort aux nombreux observateurs, mais c'est une équipe qui a probablement le sentiment du devoir inachevé, même si on a quand même gagné la Coupe Grey en 2023. C'est une belle mentalité, puis l'équipe d'entraîneurs fait du très bon travail pour perpétuer ça. On va se lancer un petit peu avant de passer avec la présentation de la formation. Tu as dit que l'équipe était très semblable, c'est vrai, mais il y a certains postes clés dans lesquels on retrouve des nouveaux visages. Parlons un petit peu du calendrier qui est quand même différent, passablement différent de celui de l'année passée. Là, je trouve que les semaines de pause sont bien réparties.
C'est sûr que l'année passée, on avait eu une pause un petit peu plus rapidement. Là, la première semaine de pause sera seulement à la semaine 6. Ensuite, ce sera à la semaine 13 et à la semaine 18, ce qui est quand même bien compte tenu que c'est vers la fin de la saison, donc pourrait permettre, si, et espérons-le, là, mais si l'équipe est dans le portrait des séries, permettre un petit repos avant le dernier droit. Un seul match à domicile dans le premier mois quand même, et ça commence vendredi. On va donner le ton là, parce que la prochaine fois que les Alouettes vont revoir le terrain du stade Percival Molson, soit on pourrait être en voiture, ou si on a eu des difficultés à l'étranger, ben on va être très, très pressé de devoir enligner les victoires à la maison. Ouais, tu l'as dit. Je vais commencer par le premier point que tu as dit. Je pense que les Alouettes ont vu le calendrier, étaient très contents des pauses cette année. Ouais. On le sait, on est beaucoup à critiquer le calendrier de la Ligue canadienne, moi le premier. Puis lorsque tu regardes certaines équipes, tu comprends pourquoi elles se plaignent. Du côté des Alouettes, je pense qu'il n'y a pas grand mot à dire. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir à un certain moment des semaines plus courtes, des semaines très très courtes, puis c'est pas le scénario optimal. Mais lorsque tu regardes l'ensemble des pauses, c'est très bien étalé durant la semaine, durant la saison, excuse-moi. Puis vraiment de ce côté-là, chapeau à la Ligue canadienne, c'est un bel horaire si on veut de ce côté-là. Pour ton deuxième point, justement, on parle énormément de continuité, tout ça. Puis l'an dernier, les Alouettes ont connu énormément de succès sur la route aussi. Donc, il n'y a rien nécessairement qui laisse présager comme un passage à Javé dans le début de saison, mais tu as bien raison de le mentionner. C'est une partie clé du calendrier, définitivement. On veut le donner le ton. Puis tantôt, tu parlais de sous-estimer le classement de la Ligue canadienne, les places la sixième force en ce moment de la Ligue. Je rappelle que c'est une Ligue à 9 équipes, alors que cette équipe-là a fini première de la Ligue l'an dernier, puis lorsque tu regardes l'alignement, c'est pas mal la même chose que l'an passé, sauf à quelques positions. Donc moi, j'ai de la misère à comprendre. D'ailleurs, ne me blâmez pas, je ne fais pas partie du comité de sélection cette année non plus. Mais par contre, ce que je trouve assez intéressant, c'est que les mêmes experts ont mis les Alouettes, tous les experts en fait ont mis les Alouettes pour gagner cette semaine contre Toronto, Toronto est classé numéro 2 dans les équipes au niveau des forces. Donc c'est assez particulier ce classement-là, Ouais. puis ça fait jaser à chaque année, mais moi, sixième, je trouve que c'est presque insultant pour la qualité de cette équipe-là. J'ai l'impression que c'est, pour avoir lu certains articles là-dessus, j'ai l'impression que certains de ces analystes se basent beaucoup sur les mouvements de l'entre-saison et non sur la continuité. Donc, les Alouettes, vous le verrez tout au long de l'épisode, mais c'est vraiment pas l'équipe qui a fait les plus gros coups, les plus grosses bombes dans le marché des joueurs autonomes. Donc, on a beaucoup de stabilité pour moi et pour toi aussi. Ça compte beaucoup. Pour certains, peut-être moins. On le voit, là, certains joueurs qui se rajoutent à des équipes au point de vue individuel, ça peut avoir un effet important, mais collectivement, c'est pas toujours une réussite. On peut tout de suite penser, exemple, à Eugenio Lewis avec les Eskimos, pas les Hawks, pardon. Donc, à voir, les Alouettes vont être, je suis sûr, en pleine mesure de prouver à tort ces analystes. Petit mot sur l'équipe d'entraîneurs pour commencer ce tour d'horizon. On ne s'y attardera pas trop. Là. C'est sensiblement les mêmes visages, quelques nouveautés dans des postes seconds, là, mais les postes principaux, là, évidemment, on retrouve toujours Jason Moss, Anthony Calvillo pour gérer l'attaque, Noel Thorpe pour gérer la défense, Byron Archambault, les unités spéciales. Luc Brodeur-Jourdain, un des favoris de la foule, est toujours là pour gérer sa ligne offensive. Donc, beaucoup de stabilité. Et encore une fois, ce que j'aime, ça vient de Danny Machocha. Il a dit récemment que tant que lui et Jason Moss seront en poste, ben, le but, c'est de gagner une Coupe Grey. Et c'est l'objectif, encore une fois, cette année. Définitivement. Puis la différence depuis que Pierre-Carl Pelado est là, c'est qu'on arrive à dépenser cet argent-là de la bonne façon. T'sais, on a beaucoup parlé de l'ancien propriétaire Gary Stern qui voulait pas justement nécessairement sortir le chéquier lorsqu'il fallait. Puis les Alouettes, définitivement, dans la Ligue canadienne, c'est pas l'équipe qui va attirer le plus de partisans naturellement, on va dire ça comme ça. Donc c'est important le succès. Puis je pense que Danny Machocha l'a compris, le groupe de propriétaires l'a compris, puis c'est pour ça qu'on a les résultats qu'on a depuis plusieurs années. Puis lorsque tu parles du groupe d'entraîneurs, c'est vrai, on a une très bonne stabilité au sein du groupe. Moi, ce que j'ai hâte de voir cette année, c'est à quel point on va être capable de passer à l'autre niveau. T'sais, on parle souvent, oui, c'est correct de garder le même groupe, mais il faut qu'on trouve des idées originales. Faut qu'on innove, faut qu'on se réinvente parce que
ça fait maintenant ça va faire 2 ans maintenant, toutes les équipes attendent les Alouettes de pied ferme. Donc c'est important justement pour aller chercher une autre Coupe Grey, puis de vraiment établir les Alouettes comme une très très bonne équipe dans les 10 dernières années. Ben, ça va être important justement de se réinventer. Puis je le dis souvent que des fois ça prend des jeux truqués, des fois ça prend des petits détails qui vont faire en sorte que les autres équipes vont se dire OK, là, il faut qu'on se réajuste nous autres aussi. Donc j'ai hâte de voir justement comment cette équipe-là va être capable d'innover cette saison. Pour moi, ça va être le plus grand défi pour moi, c'est de trouver de nouvelles façons de battre les adversaires. Tu parlais de nouveautés. J'ai un petit clin d'œil à la nomination d'un nouveau commissaire, celle de Stuart Johnston. J'ai l'impression qu'il va amener un certain vent de renouveau et d'optimisme dans la CFL. Euh, le règne de Randy Ambrosie, c'est sûr, n'a pas été simple dû gérer la COVID, mais j'ai l'impression que le développement de cette ligne-là a un petit peu stagné. Donc, de mon côté, je voyais vraiment d'un bon œil l'arrivée d'un nouveau commissaire. Il a l'air dynamique et rempli d'idées qui pourraient faire avancer la Ligue. Donc, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. On se Définitivement. lance du coup. Vas-y, oui, une petite note Non, non, là-dessus. ouais, ben, j'allais juste dire que oui, tu as raison. Puis Randy Ambrosie, c'est vrai, il a pas eu des périodes faciles à traverser. Puis, c'est sûr, ça n'a pas été ça toujours évident, mais au final, ses idées ne se sont pas rendues très, très loin. Je pense que son idée qui se sera peut-être rendue plus loin, c'est les joueurs mondiaux. Puis maintenant, rendu là, oui, c'est sûr qu'on a des botteurs un peu en australien maintenant. On a Maltos qui est un botteur mexicain, mais lorsque tu regardes la progression de ce ligue-là, pour moi, ça passe par le Canada. Puis je vais toujours me le répéter. Tu as besoin, oui, de talent d'ailleurs, mais tu as besoin de développer ton propre talent. Puis est-ce qu'on en a fait assez pour la Ligue canadienne dans les dernières années? Je pense pas. On a vraiment trop regardé ailleurs. Puis je Ouais. parlais justement de ça avec des collègues. Je peux pas croire que maintenant il y a des bars en Australie qui présentent les matchs à la Ligue canadienne parce que Joseph Zema fait partie de la formation. Je pense que c'est plus au Canada qu'on va être capable de développer une certaine fierté par rapport à la Ligue canadienne. Puis pour moi, c'est ça qu'il faut qu'aller chercher. Puis j'ai confiance que le nouveau commissaire va ramener justement de nouvelles idées. C'est sûr que lui, oui, il est arrivé en poste, puis oui, il y a des dynamiques, mais il va toujours être critiqué parce que c'était l'ancien patron de TSN, parce que Ouais. l'ancien patron, excusez, l'ancien président de TSN, c'est lui qui gérait toute la partie médiatique. Donc, il va toujours avoir un peu ce poids-là sur les épaules à porter. Mais définitivement, je pense que c'est un bon vent de fraîcheur, puis j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable d'amener comme idée. Puis je le trouve déjà plus réaliste que Randy Ambrosie. Ouais. Il parle de nouvelle équipe, mais ça va prendre une stabilité de la Ligue avant. Puis moi, c'est quelque chose qui vient me chercher. Je trouve que c'est une bonne façon de penser, surtout dans une ligue comme la Ligue Absolument. canadienne. On se lance dans le tour d'horizon de l'effectif. Ce qui est plaisant, c'est que, contrairement à d'autres années, on commence relativement en santé, là, très peu de blessés d'envergure. On le verra tout au long de cette analyse. Commençons du point de vue, la position la plus importante au football, à l'attaque, celle de la position de corps arrière. Un nouveau visage derrière le joueur de centre pour mener cette attaque-là. On a pris une décision probablement déchirante du côté de Danny Machocha durant l'entre-saison, celle d'échanger Cody Vallardo. On fait confiance à Davis Alexander, 26 ans, qui obtient les rênes de cette équipe, qui a connu des très bons moments l'année passée. Il faut se dire, lui et l'attaque ont eu un corps difficile en match préparatoire contre Ottawa, mais somme toute connu un camp pas mal là, du côté de Alexander. Sera secondé de McLeod Bethel-Thompson. Donc, c'est un vétéran. Il a longtemps été partant dans cette ligue-là avec les Elks et les Argos. Caleb Evans, qui revient d'une blessure, sera en charge encore une fois des troisièmes essais et courts. Et on a aussi gardé James Morgan, 28 ans, qui a connu un très bon camp. Il était sur l'équipe de pratique là, l'année passée. Donc, c'est les quatre bonhommes qui sont en place. C'est sûr, c'est l'équipe de Davis Alexander. Il est bien épaulé avec Bethel Thompson et Evans. Qu'est-ce que tu penses de ce quatuor de corps arrière? Ouais, d'abord, tu l'as mentionné avec Fajardo qui est parti. Oui, ça a été déchirant, mais s'il y avait un moment pour donner les rênes à Davis Alexander, c'était à ce moment-là. Puis c'est même Fajardo lui-même qui l'a dit en personne. Ça aurait été dur de garder les deux, surtout au niveau de l'état du vestiaire, parce que moindrement qu'Alexander connaît une contre-performance, c'est pas seulement les partisans qui auraient peut-être demandé Fajardo, mais c'est aussi les joueurs à l'interne. Puis c'est le type de situation dans une équipe que tu veux pas éviter. Tu veux qu'il y ait un clair numéro un. L'an passé, c'était Fajardo. Tout le monde le savait, même à la fin de la saison. Tout le
le monde savait que c'était Fajardo. Maintenant, c'est Davis Alexander. Maintenant, lui va devoir apprendre à vivre avec ce rôle-là de numéro un. Puis on a vu plusieurs exemples de carrières qui arrivent un peu en milieu de saison puis qui soudainement deviennent qui deviennent le numéro un. On peut penser à Tom Brady, un exemple très, très, très facile à comprendre un petit peu. Mais dans le cas de Davis Alexander, il a su tout l'hiver que ça allait être lui le partant. Donc, Ouais. tu sais, veut pas, c'est sûr que ça vient un peu jouer dans la tête. Puis maintenant, au camp d'entraînement, est-ce qu'il a connu le meilleur camp d'entraînement? Peut-être pas. Est-ce que c'est la meilleure semaine de pratique? Parce que j'ai eu la chance de le voir pendant 2 pratiques cette semaine. Peut-être pas non plus. Mais clairement, je pense qu'il doit assumer ce rôle-là. Puis je pense qu'il va l'assumer d'une bonne façon. J'ai hâte de voir justement comment est-ce que l'équipe va répondre. Puis j'ai déjà entendu quelques joueurs déjà demander un peu de patience des partisans envers Davis Alexander. Donc, est-ce que c'est peut-être un peu d'anticipation de ce qui s'en vient? Je ne le sais pas. Mais chose certaine, il a mérité d'être là. Il a travaillé fort, il a été dans l'ombre pendant plusieurs années, mais chaque fois qu'on lui a donné la chance, il a performé. Donc j'ai l'impression qu'avec un peu d'adaptation, il va être capable d'être un bon numéro un dans cette ligue-là. C'est pas pour rien que Machucha a décidé de le garder. Puis on croit énormément en lui dans l'organisation. Je pense que du président jusqu'aux joueurs, il y a tout le monde qui croit en lui. Donc j'ai hâte de voir justement demain, ça va être son premier test. Mais définitivement, il va être un joueur à surveiller demain. Et lorsque tu parles des réservistes, ben McLeod, Bethel Thompson, énormément d'expérience. Caleb Evans aussi, si on veut. Lui, c'est clairement là pour les faux-villades du corps, on Ouais. s'entend. Ce ne sera pas plus que ça. Mais du côté de James Morgan, c'est pour moi la belle surprise du camp d'entraînement. Jason Moss nous a dit que c'était le joueur qui se préparait le mieux qu'il avait vu dans Ouais. la Ligue canadienne. Puis ça, c'est quand même fort. Pas Il a rien. été là pendant 25 ans, il a vu des grands carrières, il a gagné des Coupe Grey avec Cody Fajardo, il a gagné des Coupe Grey ailleurs. Puis il a gagné avec Ricky Ray, puis on parle de meilleure préparation qu'il a vue de sa carrière. Je veux dire, c'est quand même assez spécial. Il faut dire que Morgan passait 1 heure après les séances d'entraînement tout seul sur le terrain à courir, à s'entraîner avec les nouveaux receveurs pour les aider. Donc, tout ça, on ajoute ça aux performances qu'il y a eu pendant les matchs. Ça a forcé les Alouettes à le garder sur la formation officielle de la ligue, de l'équipe parce que rappelons que même s'il est placé sur l'équipe de pratique, n'importe quelle équipe de la Ligue canadienne peut aller chercher Je peux s'il aller le met chercher. dans son alignement partant, pas son alignement partant, mais son alignement officiel. Donc, du côté des Alouettes, c'est pour ça qu'on va probablement traîner 4 carrières pour une bonne partie de la saison. Puis lui va toujours se retrouver dans la liste des blessés d'un match. Je parlais justement de ça avec Pierre Vercheval qui analyse les matchs RDS. Puis il disait, ben, tu sais, vu qu'il faut qu'ils mettent sur la liste des blessés d'un match, ils sont souvent, il est blessé à l'orgueil. C'est une petite blessure à l'orgueil qui dure un match. S'il est encore blessé à l'orgueil, un autre match, ça pour dire que c'est quelque chose qu'on a le droit de faire là, du côté des Alouettes. C'est pas quelque chose qui est mal vu, quoi que C'est ce soit. mal vu, ouais. Toutes les équipes font ça. Donc, non, il va être placé sur la liste des blessés d'un match pour tous les matchs, à moins qu'il y ait un changement du côté des Alouettes, parce qu'on veut peut-être le garder l'an prochain, lui. Alors que Caleb Evans et McLeod Bethel Thompson, c'est leur dernière année de contrat. Des options à Donc, court terme. Ouais. c'est intéressant de voir que les Alouettes l'ont gardé, puis on a vraiment peur qu'on vienne le chercher si on le met sur l'équipe de pratique. C'est mon opinion à moi. Ça a provoqué un certain mouvement en domino. On a dû libérer malheureusement le produit québécois, Jonathan Sénécal, qu'on avait repêché en 7e ronde cette année. Ça fait une belle histoire que de le voir dans un match préparatoire. Mhm. On va lui souhaiter de poursuivre son développement ailleurs et pour possiblement avoir une porte ouverte. C'est difficile pour les corps canadiens de faire leur place. Mais justement, les bonnes performances de Morgan ont provoqué cela. Puis, une petite note par rapport à ce que tu disais d'être patient. Il ne faut pas que les partisans oublient que sous Cody Fajardo, ça n'a pas toujours été joli. Là. On a eu des moments très difficiles. L'attaque n'allait de nulle part. Notre défense nous gardait dans le match constamment. On trouvait des manières de gagner. Mais c'est pas souvent Cody Fajardo qui a mené cette équipe-là littéralement à la victoire. Donc, soyez patients, comme on dit. Il est jeune, il a du potentiel. La position. Oui, vas-y. Excuse-moi, je voulais juste parler rapidement de Jonathan Sénécal parce que je Ouais. vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, puis beaucoup de gens qui disent pourquoi vous l'avez repêché, si c'était pour le libérer, tout ça, pourquoi vous lui donnez pas une chance. C'est en tout respect pour tous les gens qui ont commenté. Allez voir la différence entre Jonathan Sénécal et un gars comme James Morgan, puis vous allez vous rendre une pratique, vous allez comprendre pourquoi les Alouettes ont pris cette décision-là. Ouais. C'est clair que les Alouettes sont là pour gagner. On n'est pas là pour faire plaisir aux partisans puis dire OK, lui, c'est un produit local, donc on va le garder. C'est vraiment difficile pour un carrière canadien de s'établir, point. Ouais. Jonathan Sénécal, c'est sûr qu'on lui a donné sa chance. Dans d'autres circonstances, si on n'avait pas eu Morgan, peut-être ce serait fait une place dans l'alignement comme 4e carrière. On aurait pu le mettre sur l'équipe de pratique. Mais lorsque tu regardes
comment cette équipe-là est bâtie. Je ne vois pas comment aucun de garder ces 5 choix. carrières-là, exactement. Donc, en tout respect, je pense que il n'a juste pas été assez bon pour déloger un des autres carrières. Puis c'est bien normal, c'est bien correct Oui, aussi. absolument. C'est pas quelque chose qui est négatif en tant que tel parce que Danny Machosa nous l'a dit, il s'est présenté avec l'attitude de vaincre tous les jours. Donc, il est arrivé Ouais, avec la bonne attitude. Il a jamais. Il savait, lui, en arrivant là, que c'était probablement terminé. Puis il nous a dit à un moment donné, durant le camp, qu'il se préparait tranquillement à commencer sa vie d'adulte. Donc, lui, son retour il n'y aura pas de retour à l'école dans son cas, de ce qu'on m'a dit. OK. Donc, même si techniquement, il a une année d'éligibilité, il a son diplôme, il a obtenu son diplôme. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de retourner à l'université. Et donc, lui, ben, il va C'est sûrement commencer bon, à travailler c'est bon à dans le savoir. domaine dans le domaine dans lequel il a étudié. Donc, Ouais, écoute, quand même, félicitations à lui. Puis, absolument. écoute, on lui souhaite le Belle meilleur, carrière mais universitaire, exactement. Mais une coupe définitivement, Vanier ouais, et ouais, d'avoir été repêché par les Alouettes, c'est pas exactement. rien. La Exactement. position de receveur de passe, donc à qui Davis Alexander va lancer ces ballons-là, ben, peu de changements. On note le départ de Kian Julian Grant sur le marché des agents libres qui est allé chercher un gros contrat avec les Elks. Ben, c'est une unité qui est en santé, qui est explosive. Pas les plus grands physiques, mais qui font d'excellents tracés, sont capables de faire des attrapés contestés. C'est vraiment la rapidité qui frappe. Là. Austin Mack, Charleston Rambo, Cole Speaker, Tyler Snead, des receveurs canadiens de qualité. Tyson Philpott, qui est de retour de blessure, qui est à 110% selon lui. On a repêché en troisième ronde Hakeem Harris, qui a connu un bon camp d'entraînement. On a encore les Chedler, Favrius, Régis Sebassou. Donc, beaucoup de noms pour s'imposer, certains qui auront plus d'importance que d'autres, mais nos receveurs américains, en plus de Philpott puis possiblement Harris, on est en voiture avec une unité qui est quand même assez spectaculaire. Là. Notons que l'année passée, oui, on a terminé avec ces membres-là. Oui, Philpott n'était pas là, mais on n'a pas commencé la saison avec Austin Mack l'année passée. Donc, on a pu voir un Charleston Rambo s'imposer. Là, tout le monde commence dans le même bateau. C'est excitant. Là. Ouais, c'est excitant. Puis lorsque tu regardes ce groupe de receveurs-là sur papier, je pense qu'il n'y a pas vraiment de faille. On a tous les types de joueurs nécessaires. On a des joueurs explosifs comme Philpott, comme Rambo, qui vont probablement être ceux sollicités par Davis Alexander pour aller chercher des gros morceaux de terrain. Tu as Austin Mack qui va être en charge cette année des tracés plus intermédiaires. Donc, De découper le terrain, lui. ouais, exactement. Donc, lui, ça va être exactement s'installer dans notre zone. On a Cole Speaker qui est capable d'aller chercher les verges, ce que j'appelle difficiles. Puis moi, j'ai Ouais, énormément de respect pour lui parce que c'est pas le receveur à qui on pense, mais c'est lui qui se fait frapper le plus violemment au milieu de terrain. absolument. C'est toujours lui. Et puis, il attrape les ballons. C'est ça qui le rend très, très spécial. Tyler Snead, qui est pas le plus grand, évidemment, mais qui va aider en protection bizarrement. C'est le gars qui va venir donner des fois un petit coup de main à la protection avec Cole Speaker, puis qui va être capable justement d'aller chercher quelques verges aériennes de différentes façons aussi. Donc, sur papier, ça n'a pas vraiment de faille. Par contre, ce que j'ai hâte de voir, c'est la dynamique Speaker, non pas Speaker, excuse-moi, Mac, Rambo et Philpott. Parce que Ouais. on l'a vu au camp d'entraînement. Austin Mack, ça n'a pas été son meilleur camp d'entraînement. C'est un joueur qui s'attend à recevoir énormément de ballons. Avec le contrat qu'il a signé, tout ça. On l'a vu perdre patience à l'entraînement, au camp d'entraînement avec certains demi de coin qu'il trouvait trop agressifs. Puis on a même vu Jason Moore justement languir l'Andé parce que il devait être plus physique. Puis j'ai hâte de voir le rôle qu'on va lui donner cette année parce que Rambo et Philpott sont plus explosifs pour moi que Mac. Puis Mac, j'ai l'impression qu'il va devoir accepter son rôle. Ce sera peut-être pas lui qui va aller chercher les 30-40 verges par les voies aériennes, mais plutôt les 10-15, les tracés en zone intermédiaire. Donc, j'ai hâte de voir s'il va accepter premièrement ce rôle-là, puis à quel point justement il va être capable de performer puis de faire ça avec une bonne attitude aussi, parce que c'est vraiment ça pour moi le questionnement que j'ai présentement par rapport à ce groupe de receveurs-là. Comme je te dis, sur papier, c'est incroyable, mais des fois, quand tu as trop de joueurs qui veulent le ballon, ben, ça peut donner une dynamique pas trop intéressante. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est vraiment ça que je vais surveiller. C'est un bon point. En bout de ligne, 10 attrapés de diverges, ça donne une production Mhm. qui est essentielle dans une équipe. Donc, peut-être moins de longs jeux, mais il faut qu'ils comprennent que sa présence et sa production est essentielle. Mhm. À la position de ligne offensive, là aussi, là, ce sera assez similaire que l'an dernier. Du côté gauche, on retrouve encore une fois l'Américain Nick Callender et P.O. Lesage. Au centre, le Canadien Justin Lawrence. Du côté droit, le colosse américain de 6 pieds 7, Jamar McGloster. Et on a un nouveau venu dans cette brigade là, suite au départ de Philippe Gagnon. Il était sur l'équipe de pratique en 2024. On parle ici de Donald Ventrelli.
C'est un Américain de 25 ans qui a joué à l'Université Dakota du Nord, qui est quand même un très bon programme de football. Donc, c'est sa première année officiellement en tant que membre des Alouettes de manière active, mais il connaît quand même, il a eu la chance vraiment d'apprendre le livre de jeu, de se familiariser avec la Ligue. On retrouve aussi des réservistes de Canadiens de qualité en Jesse Gibbon. On a mis la main sur l'ancien Rouge et Or, Cyril Hogan-Saint-Don, qui jouait à Ottawa. Et notre choix de première ronde cette année, 5e au total, Tiger Shanks, 23 ans, natif de Vancouver, mais qui connaissait très peu pratiquement rien de la CFL en fait, qui a joué son université aux États-Unis et il a vécu ailleurs dans le monde aussi. C'est un gars qui a fait bonne impression et commencera justement sur les réservistes pour se familiariser avec le tout. Donc, est-ce que selon toi, c'est une ligne qui, malgré le fait qu'on y va beaucoup avec beaucoup de similitudes à l'année passée, qui est supérieure? Ça? Ouf, supérieur, écoute, c'est difficile à dire parce que comment je te dirais ça? Les attentes sont pas très très élevées si on veut comparer avec l'an passé. Je sais pas si Non. c'est assez clair parce que l'an passé, cette ligne à l'attaque a trouvé la bonne recette en fin de saison. Lorsqu'on regarde même la finale de l'Est, je pense que c'était aussi une bonne performance de la ligne offensive. Mais c'est en début de saison le problème. Puis l'an passé, c'était un problème. Puis il y a 2 ans aussi, c'était un problème toute l'année. Cette ligne-là a de la misère premièrement, à protéger le carrière, ce qui est la première mission. Puis par la suite, lorsqu'il faut courir, on a de la misère à courir. Puis là maintenant, on va en parler, mais Fletcher n'est plus là, mais on va probablement changer le style de course. Donc, on va essayer de courir plus nord-sud. Mais c'est la même ligne offensive qui n'était pas capable d'ouvrir des trous à Walter Fletcher l'an dernier. Je me pose des questions. De ce côté-là, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que cette ligne-là va passer à l'autre niveau? Je ne sais pas. Puis moi, honnêtement, c'est la position, c'est la ligne. Je me disais, Danny Machucha va aller chercher un gros joueur cette entrée-saison pour qu'on puisse justement parler de cette ligne à l'attaque-là comme une des bonnes dans la Ligue canadienne. Ça, c'est pas fait. On a fait confiance aux hommes en place. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée parce que la saison va nous le dire. Mais pour moi, cette ligne à l'attaque a beaucoup de choses à prouver cette année. C'est probablement l'unité qui a le plus à prouver dans toute l'équipe. On a des choses à prouver de ce côté-là. Il faut qu'on démontre qu'on est capable de courir. Oui, Penses-tu excuse. qu'on pourrait voir, justement, je fais du pouce avec ce que tu amènes, est-ce que selon toi, le gros coup de Danny Machocha, c'est la sélection de Shank? Penses-tu qu'on pourrait le voir quelque part, arriver quelque part durant l'année, si certains soient blessés ou éprouvent des difficultés? Ben, définitivement. Puis moi, j'attendrai même pas à la moitié de l'année pour essayer pour l'utiliser. Tu as des formations avec 6 joueurs de ligne offensive. Il n'y a rien qui t'empêche de l'amener sur le terrain pour justement amener de la protection supplémentaire. Les Oui, Alouettes bon aiment point. beaucoup faire ça. On amène beaucoup de protection, on fait croire qu'on court et finalement on s'installe pour une passe. Donc, c'est des stratégies qui sont utilisées par les Alouettes. Le problème, selon moi, c'est lorsqu'ils sont laissés à 1 contre 1, les joueurs de ligne. Et c'est là pour moi le problème. On n'est pas capable de gagner les 1 contre 1. Même en match préparatoire, on l'a vu, on a de la misère à gagner c'est un contre on a de la misère à créer des trous. Et tu regardes les statistiques des porteurs de ballon, c'était pas fameux non plus. Donc, tu sais, moi, c'est vraiment cette ligne-là qui a des réponses à donner. Puis demain, c'est un très bon test parce que les Argonauts sont une excellente équipe pour mettre de la pression sur les corps adverses. Donc, est-ce que cette équipe, je veux dire, cette unité-là va être capable de gagner des 1 contre 1? Moi, c'est la question que je me pose. Et si la réponse c'est oui, d'après moi, cette équipe-là va connaître énormément de succès en attaque. C'est effectivement, là, ça risque d'être le nerf de la guerre, la performance de la ligne offensive. Mhm. Tu en as parlé, là, la grosse surprise, le splash durant le camp d'entraînement, là, durant cette vague de coupure, est venu du fait que le porteur de ballon numéro 1 l'année passée, Walter Fletcher, a été libéré. Il était rapide, il était bon par la passe, pas le meilleur en protection pour protéger le corps arrière, pour créer des brèches aussi à ses coéquipiers. Donc, avant de parler de ceux qui sont en place, parle-nous un petit peu de cette surprise qui en était une pour toi, je pense. C'en était une pour moi, c'en a été une pour l'équipe même, du même aveu de Shanton Arlington qui sera le partant demain. Même lui a été surpris. Je pense que c'est arrivé un peu de nulle part si on veut, puis je vais m'expliquer pourquoi. Lorsqu'on regardait le camp d'entraînement, puis on est plusieurs collègues journalistes à être allés au camp, euh, Walter Fletcher prenait toutes les répétitions presque avec les partants. Ouais. Lors du match à Ottawa, lorsque les partants ont été retirés, il a été retiré aussi. Et puis, lorsque l'équipe je vais dire s'est envolée, mais pas vraiment, parce qu'ils ont pris l'autobus pour aller à Ottawa, Walter Fletcher n'y était pas. Donc,
à ce moment-là, on se disait, OK, c'est correct, ça va être le C'est partant dans cette la année, encore une poche. fois, c'est dans la poche. Puis là, bien évidemment, c'est arrivé comme un coup de massue pour certains, même pour les joueurs en tant que tels. Ouais. Boum, il est libéré. Ce qu'on a compris durant les derniers jours, c'est qu'on voulait offrir plus de protection à Davis Alexander. On a parlé Ouais. de la ligne qui a des problèmes, mais on veut donner un support supplémentaire. Puis de ce côté-là, Walter Fletcher, c'est vrai, c'était pas le meilleur bloqueur pour moi. Puis donc, je dirais, pour moi, il était correct. C'était pas extraordinaire, mais c'était pas non plus une catastrophe selon ma vision des choses. Mais lorsque tu regardes les porteurs de ballon maintenant qui sont présents, donc on a Stevie Scott, on a Chantam Arlington, puis on a Travis Tice, les trois sont mieux outillés pour justement ajouter une Protéger certaine le corps. Ouais. protection à Davis Alexander. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on s'est basé plus que justement ses performances en tant que telles, parce que, comme je l'ai dit, il a toujours été avec l'unité partante. Puis c'est vrai que maintenant, c'est un style un peu différent. Donc lui, c'était pas nécessairement quelqu'un qui allait briser des plaqués, mais c'était plus un joueur qui allait être plus rapide, explosif vers les flancs pour Ouais. aller chercher des verges. Donc on change un peu le style de course maintenant. J'ai l'impression qu'on va courir, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup plus nord-sud. Mais encore une fois, si la ligne à l'attaque n'est pas capable de créer des trous, que ce soit Travis Tice, que ce soit Shanton Wellington, que ce soit Stevie Scott, on va avoir de la misère à courir de toute façon. Ouais. Donc pour Ah, moi, c'est vraiment ça le gros point d'interrogation, si on veut. parlons un petit peu plus en détail des trois hommes qui sont en poste, là. L'équipe risque d'habiller régulièrement un Canadien et un Américain. Mhm. Demain, tu l'as dit, ce sera Sean Thomas le partant avec Travis Tice qui sera en uniforme. Sean Thomas Arlington, c'est 5 pieds 8, 217 livres, 32 ans, deuxième saison avec l'équipe. C'est un produit des Carabins. Il peut briser des plaqués, il est bon pour bloquer, il peut surprendre avec sa vitesse, même si ce n'est pas lui qui a l'accélération la plus développée. Du côté de Travis Tice, c'est une recrue. 5 pieds 11, 215 livres, 24 ans. Il joue à l'Université South Dakota, un excellent programme de football l'année passée. Il a récolté 1172 verges au sol et 19 touchés l'année passée. 385 verges par la passe. Donc, il a fait une très bonne figure au camp d'entraînement. Et finalement, Stevie Scott III, lui, c'est une armoire à glace, la 6 pieds 2, 231 livres à ses 25 ans. Ne sera pas en uniforme contre Toronto, là, un petit pépin physique. A connu une saison de plus de 1000 verges avec l'Université d'Indiana, un programme très réputé dans la NCAA. Il a appartenu aux Cards et aux Broncos dans la NFL. Le petit problème, selon moi, tu me verras venir, c'est que ses meilleures statistiques ont été récoltées à sa première année universitaire. Ça, c'était en 2018 Mhm. qu'il a eu ses meilleures stats. Il avait battu le record pour un porteur de ballon d'Indiana. Par la suite, sa moyenne de verges par la course a baissé dans les 2 années suivantes. Reste qu'il était capable d'effectuer le travail lorsqu'on était près de la zone payante, donc 10 touchés au sol à chacune de ces saisons. Il était sur l'équipe de pratique l'année passée. J'ai des sérieuses questions s'il peut être un porteur de ballon numéro 1 dans cette ligue-là. Et il ne faut pas aller voir plus loin que 231 livres. J'ai l'impression que sa vitesse ne s'est pas ajustée à sa prise de poids. À sa première année universitaire, il n'était pas aussi lourd. Donc, c'est un gars qui était rapide dans ses débuts. Il a perdu un petit peu de vitesse parce qu'il a pris du poids. Donc, voilà du côté de Stevie Scott. On a, comme tu l'as dit, quand même, trois gars qui vont vraiment être en mesure de bloquer, mais un petit topo, si tu le veux bien, de la part pour ces trois porteurs-là. Écoute, du côté de Stevie Scott, je vais commencer par lui. T'es pas convaincu qu'il sera un partant dans cette ligue-là. Je ne suis pas convaincu non plus. Puis ça va être à lui de nous prouver le contraire. On a par le passé, puis moi, je dois faire mon mea culpa à chaque année à certains joueurs que je voyais pas nécessairement être dominants, si on veut, année après année. Puis s'il faut que je le fasse à Stevie Scott l'an prochain, ça va me faire un grand plaisir de le faire. Puis je pense que toi aussi. Ouais. Mais personnellement, je n'ai jamais été convaincu par Stevie Scott, je vais être bien honnête. Même l'an passé, oui, il a bien fait au camp, mais j'ai jamais trouvé que ce gars-là avait la vitesse nécessaire pour exploser. Puis lorsqu'il franchit la ligne de mêlée, de dire, OK, ce gars-là, il peut être dangereux d'aller chercher justement un toucher. Donc, ça va être à lui de nous convaincre lorsqu'il y aura l'opportunité, parce que j'ai vraiment l'impression que s'il avait été en santé cette semaine, j'ai comme l'impression que ça aurait été lui le partant cette semaine. Je ne veux rien enlever à Shanton Arlington, mais je pense qu'on veut vraiment donner une chance à Stevie Scott de se faire valoir. Malheureusement, il est blessé. Puis même la semaine passée, moi, chapeau à lui parce qu'il a joué blessé. Il a joué avec une blessure au genou gauche, puis qu'il s'est arrivé durant le camp d'entraînement. Puis il y avait une opportunité. Il s'est dit, moi, je veux jouer pareil. Là, cette semaine, les Alouettes, évidemment, on est en santé, donc on lui a dit
t'es mieux de te reposer, prendre une semaine. Cette semaine n'a pas pris de répétition à l'entraînement avec les porteurs, avec l'équipe régulière. Donc, vraiment, on veut prendre notre temps dans son cas, puis c'est bien correct aussi. Ben, Sean Thomas Arlington aussi, maintenant rendu à 32 ans, tu l'as dit, il n'a pas été partant dans la Ligue canadienne depuis 2021, c'est pas pour rien non plus. Non. C'est un joueur sa carrière s'en allait dans une bonne trajectoire jusqu'à temps qu'il se blesse au stade Percival Molson, une blessure assez grave qu'il a subi ici à Montréal. Puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais vraiment été le même. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va être capable de sortir demain. Puis tu l'as mentionné, la grosse surprise du camp, Travis Tice. Vraiment, lui, personne qui le voyait venir. De deux façons. La première, c'est qu'il est arrivé dans la deuxième semaine du camp d'entraînement, donc on se demandait c'est qui lui. Puis là, ben, il est arrivé, il a connu un excellent deuxième match préparatoire à Ottawa. Il était partout, il retournait des ballons, il est capable de jouer centre-arrière aussi lorsqu'il faut. Il a connu des bonnes courses aussi, mais c'est surtout sur les retours de beauté qu'il s'est démarqué. Puis c'est ça, dans le fond, pour moi, qui a fait en sorte que les Alouettes ont pris la décision d'envoyer Walter Fletcher à la maison. Je pense que c'est vraiment ces performances qui ont vraiment dicté. Demain, il ne sera pas le partant, mais définitivement va être utilisé, selon moi, dans certaines circonstances. Je pense qu'on va l'amener parce qu'il c'est un joueur dynamique. Lui, contrairement à Stevie Scott, il est capable, lorsqu'il brise 2-3 plaqués, j'ai l'impression qu'il y a plus de chances d'atteindre la zone début qu'un gars comme Stevie Scott, par exemple. Donc, personnellement, comme je l'ai dit, j'ai hâte de voir que cette unité-là, pour moi, c'est aussi un questionnement, veux pas, parce que on a des joueurs qui, dans le cas de Tom Arlington, ont performé dans le passé. Est-ce qu'ils vont être capables de performer encore une fois cette année? J'ai hâte de voir, mais regarde, Un autre on point va leur donner une d'interrogation chance. à ce niveau-là. Exactement. J'ai l'impression que Stevie Scott pourrait être utile dans des situations de court gain pour briser des plaqués pour atteindre la zone début. Mais effectivement, ce ne sera pas. Je ne pense pas qu'on va voir beaucoup de matchs de 100 verges de son côté. On passe de l'autre côté du ballon avec la défensive. Tertiaire presque identique. Là. On a Deontay Ruffin qui est sur la liste des blessés, un match. Sinon, là, c'est copié-collé pratiquement. On retrouve Marc-Antoine Dequoy, déjà 30 ans. Il est avec l'équipe depuis 2021, secondé par le Canadien Arthur Hamlin à la position de maraudeur. Les demi-défensifs, Wesley Sutton, Kabian Nento, Lorenzo Burns, qui s'est amené avec l'équipe à l'automne dernier, là, qui avait joué dans le système de Noel Thorpe dans la USFL. Najee Murray aussi qui est présent, sera avec l'équipe depuis 2018. Le point d'interrogation de mon côté, tu sauras m'éclairer, provient de Tiawan Mullen qui est listé comme un secondaire pour le match de demain. Il a connu un bon camp d'entraînement. Là, c'est un ancien de l'Université d'Indiana, un cousin de Lamar Jackson en passant. Et sur le site, il est listé comme un demi-défensif, mais sera employé comme secondaire. Donc, c'est pour nous éclairer sur sa position. Mais c'est une tertiaire qui est encore vraiment pas piquée des verres et qui risque de faire le travail encore une fois. Là. Oui, puis c'est un petit peu passé sous silence, mais Tywone Mullen, c'est lui qui a chassé Bryce Cosby de Montréal. Ouais. Bryce Cosby qui a été appelé justement à remplacer Reggie Stubblefield qui s'était blessé lors du premier match la saison dernière. Puis Ça n'a pas toujours été facile. Là. Exact. Non, mais il a connu quand même une saison assez. Je l'ai trouvé correcte. Je pense que C'est pas le joueur qui ressortait le plus, mais c'était pas un joueur qui coûtait un match. J'ai pas vu prendre de mauvaises décisions non plus. Puis je pense que lorsqu'on a parlé à Jason Moss après le camp d'entraînement, ça a été dur pour lui de lui dire qu'il devait partir parce que c'est un joueur qui a appris à jouer dans le système. Puis honnêtement, il s'est débrouillé dans ce système-là. Ouais. Mais c'est Tywone Mullen qui vraiment lui a volé le poste, si on veut. Écoute, il est dominant, il est flamboyant. J'ai hâte de le voir, moi, sur un terrain, parce que je l'ai vu, la séance d'entraînement, c'était mercredi, donc hier, c'est ça, hier après-midi. Écoute, il a fait une interception absolument incroyable aux dépens de Davis Alexander. Il est parti de 10 verges du receveur, puis il a réussi à battre le receveur pour aller chercher le ballon. Écoute, j'ai hâte de le voir jouer. Oui, moi aussi, j'ai des questionnements par rapport à sa position, parce que oui, à la base, c'est un demi-défensif, mais j'ai l'impression que l'aplomb physique suffisant pour pouvoir jouer comme secondaire. Puis c'est Najee Murray maintenant qui se retrouve à couvrir des receveurs, plus souvent dans son cas. Donc j'ai hâte de voir justement si Najee Murray va être capable de suivre un peu les receveurs. Puis il l'a bien fait durant le camp d'entraînement. Donc de ce côté-là, j'ai été un peu rassuré, mais j'ai hâte de voir Tywone Mullen demain, voir si ce rôle-là, justement, va être capable de l'assumer parce qu'il faut être physique. Stubblefield, il était vraiment physique. Ouais. Cosby était physique. Il va falloir que Tywone Mullen le soit parce que sinon, ça va être facile pour les joueurs d'aller dans sa zone. Puis c'est la position où tu veux justement être physique pour justement marquer ton territoire. Puis c'est ça que ça prend pour ce qu'on appelle un SAM linebacker dans la Ligue canadienne. Oui, parce que comparé à ses confrères de secondaire, ne fait pas le poids au niveau physique. Là.
Un autre recrue quand même qui a fait du bon travail là, avec Travis Tice, Tywone Mullen qui a su gagner un poste, c'est très excitant de ce côté-là. On passe à la position de la ligne défensive. Donc, on retrouve malheureusement Mustafa Johnson sur la liste des blessés de 6 matchs. Donc, une lourde perte là, l'un des meilleurs à sa position dans la Ligue canadienne, un meneur de cette équipe. Tout de même, on est allé chercher l'acquisition probablement clé de cette saison morte sur le marché des joueurs autonomes, celle de l'Américain Sean Oakman, là, le géant de 6 pieds 8, 280 livres. C'est un ancien des Eskimos et des Argos. Sera appelé à occuper ce poste-là au milieu de la ligne défensive. Sera secondé du Canadien Loire Louguac qui fait un retour avec l'équipe. Il est revenu l'automne passé après un essai dans la NFL. De son côté, peut jouer autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, très, très polyvalent, le Canadien. On a aussi Dylan Wynn qu'on a re-signé. Pas une grande saison en 2024, mais un bon réserviste de ce côté-là. Et finalement, à l'extérieur, on retrouve à nouveau le Canadien, là, Isaac Adeyemi Berglund, un Canadien par excellence dans l'Est, 7 sacs l'année dernière. Et une autre recrue qui a gagné un poste, c'est Byron Vaughn, 24 ans lui aussi, 6 pieds 4, 242 livres. A joué à l'université Utah State et Baylor, donc encore une fois, des gros programmes aux États-Unis. Connu un excellent camp d'entraînement, eu le dessus sur R.J. Sherman, si je ne me trompe pas. Donc, parle-nous de cette ligne-là et surtout du nouveau venu, là, Byron Vaughn. Écoute, Byron Vaughn, il a été un peu mis sur les projecteurs lors du premier match préparatoire parce qu'on voulait justement pas faire jouer Loa parce qu'il traînait un petit quelque chose. Donc, on s'est dit, on va le garder pour la saison. Donc, déjà là, il y a une opportunité en or avec les partants. Puis, il l'a vraiment bien saisi. J'ai trouvé très bon à l'extérieur. Il s'est rendu quelquefois à Drew Brown, puis il l'a dérangé. Il n'y a pas eu le sac du corps, mais ça a été un joueur qui a dérangé constamment Drew Brown, qui a été capable de gagner ses 1 contre 1. On parlait tantôt des 1 contre 1 du côté de la ligne à l'attaque, mais du côté de la ligne défensive aussi, c'est important de gagner ses 1 contre 1. Puis on l'a vu, Vaughn, il l'a fait lors du premier match. Puis pour moi, c'est à ce moment-là qu'il a gagné son poste. Avant même qu'on joue le deuxième match préparatoire, parce que pour moi, il en a fait assez pour démontrer qu'il va être capable de mettre de la pression lorsqu'il va falloir cette année. Donc, de ce côté-là, chapeau à lui. Tu as parlé de Sean Oakman, quel monstre entouré, incroyable, quelle pièce d'homme. Moi, je passais à côté de lui, j'en revenais pas. C'est incroyable. J'ai levé la tête. J'ai pas encore eu la chance de l'interviewer. Je sais pas comment est-ce qu'il est comme personne, mais écoute, t'as peur, tu veux pas te retrouver le soir avec lui, là, que lui, tu dois faire face dans une ruelle. Tu veux l'avoir de ton côté. Là. Tu veux l'avoir de ton côté, définitivement. Puis ça va être toute une addition. Puis on parle souvent de son jeu. C'est un gars qui est capable de se rendre au carré, puis avec les longs bras, qui est capable de se débarrasser des blocs. Mais moi, c'est aussi les passes rabattues. Puis les Alouettes sont des spécialistes pour rabattre des passes et les intercepter. Donc des passes déviées qui finissent dans les mains des demi-défensifs des Alouettes. C'est vraiment le pain et le beurre vraiment des revirements. Lorsque tu regardes des revirements, c'est rare vraiment qu'un demi de coin va gagner 1 contre 1 puis il va aller chercher le ballon à son plus haut point. C'est souvent des ballons déviés. Puis Sean Oakman, il va pouvoir clairement contribuer de son côté. Donc, pour moi, c'est ça que je vais surveiller de son côté. Oui, il a son jeu, mais s'il est capable de dévier quelques ballons, faire des passes rabattues, des passes incomplètes ou même qui mènent à des interceptions, pour moi, ça va être génial. Puis Tyrese Barrett, c'est lui qui me disait cette semaine que Machocha avait écouté ce que la défensive avait besoin durant l'entre-saison, puis il est allé le chercher. Donc, de ce côté-là, je pense que Machocha, l'an passé, on a parlé beaucoup de la pression qui manquait. J'ai hâte de voir comment cette unité-là va travailler ensemble cette saison. Si on est capable d'appliquer une certaine pression, cette défensive-là va vraiment être encore capable de passer à un autre niveau. C'est difficile à croire parce qu'on a tellement une défensive dominante. L'année passée, mais si cette équipe-là est capable de réussir quelques sacs du corps de plus, je te garantis qu'il n'y a aucune équipe qui va vouloir se présenter à Montréal ou du moins jouer contre la défensive des Alouettes. Définitivement pas. On termine ça rapidement avec la position de secondaire. Là. Très, très peu de changements à ce niveau-là aussi. Tu viens de parler de Tyrese Barrett, le MVP de l'Est l'année passée. Il sera encore une fois épaulé de Darnell Sankey, un duo extraordinaire. On a des Canadiens de quai avec Mullen, dont il a été question tout à l'heure. On a des Canadiens de qualité là, pour faire le travail lorsqu'ils seront appelés à sauter sur le terrain. Geoffrey Quentin-Arcou qui a eu une très bonne première saison avec l'équipe. Tyrell Richards aussi qui a surtout fait sa marque sur les unités spéciales, mais tout de même est une option de qualité dans des jeux clés. Le choix de deuxième ronde aussi, Nate Beauchemin qui a démontré des belles choses au camp d'entraînement.
Donc, encore une fois, du côté des secondaires, c'est la continuité. Là. Ouais, vraiment. Puis on a Sankey, on a Beverett, puis on a parlé de Mullen qui a vraiment été extraordinaire au camp. J'ai vraiment hâte de le voir lui demain. C'est vraiment un des joueurs que je vais surveiller de mon côté demain. Tu as parlé de Nate Beauchemin, un excellent camp de son côté aussi, vraiment partout sur le terrain. J'ai vraiment aimé sa polyvalence. Il a été appelé à jouer un peu maraudeur, un peu secondaire. Puis demain, techniquement, il est positionné comme le secondaire extérieur partant. C'est intéressant, mais c'est juste que c'est juste plus de l'administratif parce qu'on a un joueur, on a ce qu'on appelle un Américain désigné. Dans le fond, il ne peut pas être partant, mais c'est lui qui va prendre la majorité des répétitions en Tyrese Beverett. Mais c'est juste pour dire à quel point on a du respect pour ce que Beauchemin a fait. D'ailleurs, en Ouais. fait, pour expliquer la règle à tout le monde, là, il faut que le joueur partant joue le premier jeu. Donc, Nate Beauchemin va être celui qui va être là pour le premier jeu. Mais après, à partir de là, c'est clair que c'est Tyrese Beverett qui va prendre Ouais. la majorité des répétitions. Mais ça montre aussi à quel point il est respecté et il a connu un bon camp. Puis Et tu as qu'il y a de la parlé des profondeur options. dans cette équipe-là. Tu as parlé de Quentin Arcou aussi. Écoute, ça donne énormément d'options à Noel Thorpe qui va pouvoir vraiment s'amuser. Puis lorsqu'on parle des fois de s'il y a un joueur américain qui tombe au combat pendant le match, il faut que tu n'as pas le choix pour le ratio, tu n'as pas le choix de faire attention. Donc, si c'est un joueur américain qui se blesse, attention, des fois, il va falloir mettre un Canadien. Donc, on a des options du côté de Noel Top, on a des options du côté de Jason Maas pour changer un peu l'effectif, pour s'assurer qu'on ait le nombre de Canadiens nécessaire. Écoute, il n'y a pas vraiment de faiblesse dans cette unité-là, Non. sérieusement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je voulais terminer ces points sur l'attaque et la défense en faisant une petite ouverture sur l'année passée et sur cette saison. Mhm. Par les commentaires que vous avez entendus dans les dernières minutes, est-ce que l'attaque des Alouettes est meilleure que celle de l'année passée qui a terminé 5e dans la CFL et qui a marqué 455 points? Il y a des points d'interrogation qui seulement lorsque la saison débutera, puis tout au long de l'année, qu'on va pouvoir répondre. C'est difficile de statuer, mais c'est surtout au niveau de la défensive. Là, on a terminé 2e dans la Ligue avec seulement 404 points accordés. On semble aussi bon, sinon meilleur. Là, c'est sûr qu'on a la perte de Mustapha Johnson, mais on semble vraiment dans une situation où on risque encore une fois de donner une chance à notre équipe match après match de gagner. Donc, c'est très positif à ce niveau-là. On va terminer avec les unités spéciales qui ont été marquées par la retraite de David Côté. Et son remplaçant, ça ne fait pas une très grande surprise. Là, c'est José Maltos. Là, 33 placements réussis en 36 l'année passée. On a aussi re-signé le retourneur James Letcher. Donc, encore une fois, c'est de la continuité à ce niveau-là. On est allé, on a des jeunes joueurs, des Beauchemin, des Richards, Alexandre Gagné, qui est un grand leader dans cette équipe-là sur les unités spéciales. Donc, beaucoup de Canadiens qui vont avoir un impact sur cette unité-là. Oui, mais en fait, c'est vraiment l'unité pour les Canadiens en général. C'est là qu'ils peuvent avoir du temps de jeu. C'est là qu'ils font leur nom aussi dans la Ligue canadienne aussi. Donc, c'est une belle opportunité, c'est une belle fenêtre d'opportunité pour ces joueurs canadiens, justement, de se faire un nom. Du côté des unités spéciales, c'est intéressant parce que tantôt, je parlais de questionnement. Ça, pour moi, c'en est un autre, mais ça, c'est plus du côté, pour moi, c'est plus une préoccupation qu'un questionnement de leur côté parce que, bon, je m'explique, là, je ne veux pas que les gens ça parte en peur, là, mais James Letcher, pour moi, l'an passé, n'a pas été le Pas retourneur fait qui le a été en travail. 2023. Il y a pas, j'ai plusieurs de mes collègues à Three Down Nation qui l'ont mis joueur par excellence des unités spéciales cette année. Je ne sais pas s'ils l'ont nécessairement vu l'an dernier, mais c'était Ouais. pas spectaculaire. Puis un retourneur, on sait que ça a une durée de vie assez limitée, si on veut, dans la Ligue canadienne puis dans le sport en général, parce que ça Ouais. prend énormément, ça prend de l'explosion. Puis lui, j'ai l'impression, depuis qu'il a subi cette blessure-là à la Coupe Grey en 2023, ça n'a pas été nécessairement le même retourneur l'an passé. Écoute, je parierais pas du fait qu'il va nécessairement finir la saison à Montréal ou finir du moins comme retourneur à Montréal, parce qu'on sait que ça peut changer même en cours de saison du côté des retourneurs. Puis on a des options. On a un gars comme Travis Tice qui sera peut-être capable de retourner des bottes éventuellement. D'ailleurs, aux pratiques, les deux alternent des fois. Donc j'ai hâte de voir ça Intéressant. dans les premiers matchs. Donc moi, c'est Lecture, pour moi, c'est un point d'interrogation, mais il va falloir qu'évidemment on lui ouvre le chemin devant lui. Pour moi, ça va être à lui justement de répondre puis de montrer qu'il est encore capable d'être le retourneur explosif qui a été lorsqu'il est arrivé avec les Alouettes et qui avait chassé Mario Alford de Montréal, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Du côté des botteurs, c'est intéressant parce que José Maltos n'a pas botté lors des 2 matchs préparatoires. Il a été habillé pour le premier match, mais là, comme les partants, il est parti à la mi-temps, mais il n'avait pas réussi un seul botté.
Donc, lui, on l'avait habillé, il a pris une petite douche, puis il n'a même pas botté du match. Euh, Écoute, oui, c'est sûr qu'il était là l'an passé, mais c'est pas le botteur en qui j'ai le plus confiance dans la Ligue canadienne. Non, C'est un définitivement. joueur qui est efficace lorsque c'est 35 verges et moins, mais C'est ça, c'est pas la jambe la plus puissante, là. mais je me demande si demain le match se joue sur un botté de 52 verges en fin de match, est-ce qu'il va être capable de livrer la marchandise? Moi, c'est ce côté-là que j'ai hâte d'avoir mes réponses de son côté. Je dis pas que ça va être une catastrophe, je pas ça que je suis en train de dire, mais pour moi, est-ce qu'on lui a donné un peu comme trop rapidement le poste garanti? Peut-être. Et ça va peut-être jouer justement Ouais. avec l'équipe en général. Si on commence à rater des bottées de précision, ben, ça pourrait faire mal éventuellement à la fin des rencontres. Puis moi, c'est ce questionnement-là. Puis du côté de Bayern Archambault, on a du travail à faire pour justement un peu faire oublier certains déboires de l'an passé. Puis moi, le déboire le plus important qui n'a pas été pour moi, on n'a pas encore démontré qu'on est capable de le faire, c'est d'arrêter les longs retours explosifs de l'équipe adverse. En Ouais, finale de ça, l'Est l'an dernier, Janarian Grant a marqué un touché qui a probablement ça fait changé très mal, ouais. drastiquement l'allure du match. Puis c'était pas le premier l'an passé. Il y avait plusieurs retourneurs qui avaient réussi le coup. Puis premier match préparatoire devant Denman réussi. C'est sûr que c'était pas les joueurs qu'on voudrait avoir dans ce L'unité type de A, là, ouais. situation-là. Mais moi, c'est vraiment la couverture. C'est comment est-ce qu'on approche un retourneur explosif qui va être à surveiller cette année. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Je me pose des questions de ce côté-là. Ouais, Puis c'est plus ma préoccupation. Tantôt, c'était plus des questionnements. Ils peuvent livrer la marchandise. Mais j'ai une petite là, on préoccupation n'est pour les vraiment unités pas spéciales sûr. cette année. Je m'attendais aussi à ce que du côté de Danny Machocha, on amène de la compétition de grand niveau pour le Mhm. botteur mexicain José Mata. Ce ne sera pas fait, là. On aura les Peut-être ça va réponses cette venir. année si Machocha a bien fait de lui faire confiance. On termine ça, Pablo, avec certaines prédictions là, pour la saison. On voulait savoir souvent les choses changent rapidement dans la Ligue canadienne. Là, une équipe qui était dans les bas-fonds peut rebondir avec une saison remplie de succès. On l'a vu avec les Alouettes tout récemment. La Mhm. menace pour les Alouettes, là, surtout dans l'Est, là, mais elle vient de quelles équipes? Puis, est-ce qu'on peut dire que l'équipe est prétendante à la Coupe Grey qui sera à Winnipeg? Mhm. Et je sais qu'on en a parlé hors d'onde tout à l'heure, c'est difficile d'y aller de projection, mais si aujourd'hui tu devais parier sur Mhm. les deux équipes qui seront présentes, tu irais avec quoi? Donc, un petit peu de tout ça pour Ouais. terminer cet épisode. Ouais. Ben, tu sais, on peut pas vraiment parier sur cette ligue-là. Salutations à Sean Lemon. Donc, non, non, mais blague à part, c'est dur. C'est vraiment dur. On a vraiment de la parité cette année dans la Ligue canadienne. Le premier match est d'ailleurs ce soir. Plus que jamais, on dirait. Ouais, mais en fait, je sais pas quand l'épisode va être diffusé, mais jeudi soir, le premier Jeudi match soir, ouais. Ottawa, Saskatchewan. Puis on a énormément de parité dans cette ligue-là, puis plus probablement que dans les dernières années réunies. On a énormément de. N'importe quelle équipe pourrait vraiment surprendre, autant dans l'Est que dans l'Ouest. Dans l'Est, ça va être encore plus important pour les Alouettes d'aller chercher le premier rang s'ils sont capables parce que pour moi, n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle autre équipe à une journée donnée. L'an passé, tu m'avais dit, pour moi, c'est clair que Toronto et Montréal avaient une avance claire sur Ottawa à Moncton. Ouais. Mais vraiment, dans les deux autres équipes, on est allé chercher du renfort. Il faut D'après moi, avoir ce Hamilton bye va. week, là, la Ouais, première semaine des exact. éliminatoires. D'après moi, Hamilton va quand même finir dernier. J'ai mis Ottawa troisième, j'ai mis Toronto deuxième et j'ai mis Montréal premier. Je pense que du côté Probablement des des fiches Alouettes, moins hautes que l'année passée aussi, ouais, là. je pense que oui, exactement. On n'entraînera peut-être pas le même taux de victoire, mais au final, je pense que cette défensive-là va faire la différence dans les moments importants pour au moins donner Ouais. ce premier rang aux Alouettes. Dans l'Ouest, c'est assez intéressant. On a énormément de parité. Puis pour moi, c'est l'année des Lions cette année. J'ai l'impression que Nathan Rourke, il y a tellement de gens qui ont oublié à quel point ce gars-là a été Il est dominant en bon, ouais. 2022. Lorsqu'il est arrivé dans la Ligue canadienne, c'est sûr que il revient. Dès l'an passé, il y a plusieurs qui se fient à l'année passée, mais l'an passé, il est arrivé en fin de saison, c'était pas facile, puis il a passé les deux dernières années aussi dans le giron de la NFL, donc tu sais, c'est pas comme s'il avait complètement arrêté de jouer pendant 3 ans, puis il Non. revenait. Là. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'avec un bon camp d'entraînement, une bonne année complète en Colombie-Britannique, j'ai l'impression que c'est l'année des Lions pour finir premier, puis finalement recevoir un match dans leur dôme à l'intérieur au mois de novembre, chose qui se fait pas dans les dernières années. Lorsqu'on parle de la deuxième équipe, je pense que les Bombers vont être encore là. Je veux dire, les Bombers, c'est une très bonne équipe de football. Après ça, j'ai les Riders troisième, étonnamment. Les Riders moi, c'est l'entraîneur-chef que j'adore beaucoup, Corey Mace, Oui, qui a amené absolument. qui a changé vraiment un peu l'identité de cette équipe-là. Puis moi, j'ai Calgary quatrième, puis j'ai finalement Et hâte. les Hawks d'Edmonton dernier. Je ne veux rien enlever
aux Elks, mais pour moi, j'ai pas encore confiance en Trifford. C'en est un autre Non. écoute, je souhaite qu'il me fasse mentir, mais Trifford, pour moi, c'est pas un carrière de type de ligue, de calibre de la Ligue canadienne lorsqu'il est question de passer. Lui, c'est probablement le meilleur athlète carrière que j'ai vu de ma vie sur un terrain. Il est vraiment est incroyable. Il peut déjouer 3-4 joueurs puis finalement faire une passe. Mais est-ce que c'est le gars qui, lorsqu'il va être obligé de passer, il va être capable de livrer la marchandise? Je ne pense pas. Puis j'en ai parlé avec certains collègues. D'après moi, Cody Fajardo va le remplacer d'ici la C'est ce que prochaine j'allais saison. dire. Là, on pourrait Ma voir prédiction. un ancien Alouette rapidement. C'est ma prédiction. J'ai l'impression que Cody Fajardo va le remplacer, mais écoute, on va lui donner sa chance. Je pense qu'il le mérite quand même. Il a attendu longtemps, puis on a vraiment, on s'est dit, OK, cette année, on va lui donner une vraie chance de se faire valoir. L'an Ouais, passé, il y avait toujours l'ombre de McLeod, de Todd Thompson exact. en arrière de lui. Maintenant, on se dit, OK, on donne le rôle de partant, mais ça va être à lui de livrer la marchandise. Puis moi, c'est là que j'ai hâte de voir s'il va être capable de la livrer, cette marchandise-là. Puis pour moi, la réponse sera peut-être un peu négative pour certains, mais je ne suis pas sûr qu'il va être capable de livrer la marchandise. Comme j'ai dit tantôt, dans le cas de Stevie Scott, si l'an prochain, on se retrouve, toi et moi, puis qu'il a mené les Hawks à une participation en finale de l'Ouest sur la Coupe Grey, ben, on va être tous les deux à On va faire notre s'excuser. mea culpa On va à faire ce notre mea moment-là. culpa avec grand plaisir. Mais Ça- pour l'instant, tant que Treeford n'a pas mené cette équipe-là à plus que 2 victoires, j'ai la misère à vraiment croire au projet Treeford. Ça promet pour cette saison une ligue remplie de parité, beaucoup de matchs enlevant clairement à venir, là, non seulement pour les Alouettes, mais pour partout dans cette ligue canadienne-là. On a décortiqué de fond en comble cet alignement 2025 des Alouettes. On va se souhaiter une saison en santé. On va espérer des grands matchs, principalement à Montréal. Espérons que ça commence avec ce match d'ouverture contre les Argonauts. Toujours tellement agréable d'aller voir les Alouettes au stade Percival Molson. Apportez-vous un petit coussin pour les fesses, puis le tour est joué. Tout le monde est content. C'est extraordinaire. Puis ça met la table pour une saison 2025 qui risque d'être haute en émotion et surtout palpitante encore une fois. Pablo, je te remercie pour une formidable participation. On va se reparler très rapidement là, avant le prochain match à domicile, si tu le veux bien. Là, on pourrait se parler de manière mensuelle pour avoir une couverture complète cette année au temps d'arrêt avec notre cher collaborateur Pablo Herrera Vergara pour la couverture des Alouettes. Là. Ça m'a fait plaisir. Merci pour l'invitation. C'est toujours le fun de parler des Canadiens, de parler d'Alouette. C'est vrai, j'ai toujours dit, cette ligue-là est tellement sous-estimée. Puis on le remarque avec tous les athlètes américains qui viennent jouer ici, qui se rendent compte que c'est pas facile. Parlez-en porteur de ballon qui est venu à Montréal en pensant que ça allait être une victoire facile de gagner le poste de porteur de ballon. Puis finalement, il a été retourné chez lui 3 jours après parce qu'il était passé en forme. Donc, c'est une ligue qui est pas évidente. Puis c'est des joueurs qui, dans d'autres circonstances, auraient pu percer un alignement de la NFL. C'est souvent des blessures qui les ont menés ici. Ben, lorsqu'on regarde cette ligue-là, il y a énormément de talent. Puis on va être un grand plaisir de suivre ça pour vous cette année. Puis encore une fois, j'ai hâte de parler d'Alouette. J'ai hâte qu'on voit le premier match. J'ai hâte que ça passe. Ça commence finalement. Ça commence exactement. Ouais. Puis on est là, puis on est excités. On est très excités. Fait que un gros merci et une bonne saison 2025 à tous nos auditeurs. Et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.